Professeur, bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Radio Equinox ce matin. On l'a signalé, vous avez été sollicité par le président Emmanuel Macron pour mener des actions de préparation de ce sommet Afrique-France en juillet prochain à Montpellier, dans le sud de la France, le sommet Afrique-France. Dites-nous, professeur, quel est le contenu exact de la mission que vous a confiée le président français? Écoutez, dès qu'il est arrivé au pouvoir, Emmanuel Macron a voulu développer une approche de l'Afrique différente de celle de ses prédécesseurs. Pour faire bref, il ne se reconnaissait pas du tout dans les arrangements qui ont fait les beaux jours de ce que l'on appelle la France-Afrique. Il a voulu tourner le dos à ce système à la fois incestueux, fait de complicité, de compromission, de vassalité, je dirais, à la fois subie, acceptée et recherchée. Et il a envoyé quelques signaux, prononcé quelques discours et accompli un certain nombre de gestes. Par exemple, il a commandé à Felwine Sarr et à Bénédicte Savoy un rapport concernant la restitution des objets d'art africains détenus dans les musées français. Il a demandé à Ngoné Fall d'organiser la saison Africa 2020. Il a demandé à une équipe d'historiens de faire toute la lumière sur l'implication éventuelle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Il a fait quelques pas en ce qui concerne la réforme du franc CFA. Il a changé la nature du sommet franco-africain. On peut évidemment dire que ce n'est pas assez, qu'il faut aller plus loin, mais on ne peut pas dire qu'il n'a esquissé aucun pas. Il veut aller plus loin, il veut entretenir un dialogue direct avec les jeunes générations, et donc il m'a demandé de l'accompagner, c'est son terme, dans cet exercice. En faisant quoi? En pilotant un cycle de débats d'idées dans 12 pays africains et dans la diaspora. Débats d'idées dont l'objectif est de recueillir des propositions fortes, des propositions visant à réviser ce qu'il appelle les fondamentaux de la relation entre l'Afrique et la France. Et donc ces propositions feront l'objet d'un échange public avec lui lors du sommet de Montpellier. Je n'ai trouvé aucune raison valable de lui dire non. Cela fait donc un peu plus de 2 mois que je me consacre à cette mission qui prendra fin une fois le sommet terminé. Comment se sont passées les premières prises de contact, professeur? Eh bien, les contacts, ça se passe comme d'habitude. Ils ont un mécanisme fait pour ça. Vous êtes approché par les autorités françaises. Dans mon cas, c'est l'ambassade de France en Afrique du Sud qui m'a contacté, qui m'a fait état du souhait du président de la République de me confier cette mission. J'ai demandé à réfléchir. J'ai consulté beaucoup d'amis, des amis qui me sont très chers, et d'autres gens que je respecte beaucoup. Beaucoup m'ont dit, écoutez, dites non. Ils ne voulaient pas que j'y aille. Pour toutes sortes de raisons. D'ailleurs, je dirais pas convaincantes, mais des raisons fortes. Par la suite, il y a eu un contact avec les conseillers de l'Élysée, conseiller spécial du président Macron sur l'Afrique, et ensuite il y a eu une lettre officielle du président lui-même. C'est comme ça que ça se passe. Pourquoi vous avez
accepté cette mission, Achille Mbembe? Mais mes motivations, si vous voulez, sont très simples. Le projet du président Macron est un projet raisonnable. Il n'y a absolument rien de déraisonnable dans sa proposition. C'est un projet qui vient au bon moment. Et donc, il m'intéresse sur un double plan, sur le plan intellectuel et sur le plan politique. Je suis d'avis qu'il est de l'intérêt de l'Afrique d'avoir des relations de bonne qualité avec la France, avec les États-Unis, avec d'autres puissances du monde. Il y va de notre intérêt. Et ces bonnes relations, ces relations équilibrées, on a besoin d'y travailler. On a besoin d'y mettre de l'énergie, de l'intelligence et de la volonté. Mais peut-être pour que vous soyez à même de comprendre mes motivations, peut-être faut-il que je vous dise qui je suis, parce que, en fait, beaucoup de gens parlent de moi, mais très peu savent véritablement qui je suis. Beaucoup de monde d'ailleurs jamais vu, ils m'ont jamais rencontré. En fait, très peu sont en position de vous dire qu'ils ont échangé avec moi ou que je suis leur ami. Alors, le président voulait un intellectuel libre et respecté par le monde. Beaucoup de mes compatriotes ne le savent peut-être pas, mais je ne me vante pas du tout. Je suis aujourd'hui l'intellectuel africain vivant le plus reconnu au monde dans mon domaine. Mes travaux sont traduits dans une quinzaine de langues étrangères. Ils sont enseignés dans au moins une centaine d'universités, de programmes académiques dans plusieurs disciplines. Je suis lu aux quatre coins du monde. Et ce que j'écris est cité par des dizaines de milliers de personnes. Je n'ai besoin de rien, ni d'argent, ni de pouvoir, ni de poste, ni des honneurs, ni des faveurs. Je n'ai pas de dette. Je suis totalement libre. Je ne suis ni un fonctionnaire, ni un politicien, ni un militant. Ma passion, si vous voulez, ce sont les idées. Et tous les risques que j'ai pris dans ma vie ont été pris au nom d'une idée. Lorsque, par exemple, j'ai publié en 1984, j'avais 25-26 ans, les écrits de Ruben Oumiobe, j'ai pris des risques. Ces écrits ont d'ailleurs été censurés à l'époque au Cameroun, ce qui m'a valu plusieurs années hors du pays. Je ne pouvais pas rentrer au Cameroun. Mais c'est des risques que j'ai pris parce que je crois aux idées. Et dans ce cas, l'idée de réviser les rapports entre la France et l'Afrique, c'est une idée qui nous habite, nous les Africains, depuis au moins 70 ans. Je dirais même beaucoup plus que ça, parce que la lutte anticoloniale, c'était ça. C'était de transformer ce rapport. Pendant plusieurs décennies, ceux qui, comme Mangobeti et plusieurs autres, Osende Afana, tous ceux qui réclamaient une révision des rapports entre la France et l'Afrique, ont été persécutés, ont été isolés, certains ont été assassinés, personne ne voulait en entendre parler. Alors si aujourd'hui le président Macron vient et dit, écoutez, moi j'ai pas connu la colonisation, je veux participer à transformer la relation entre la France et l'Afrique, pourquoi devons-nous lui dire non? Évidemment, ce ne sont pas des choses qui se font par fiat, c'est-à-dire quelqu'un se lève et dit je change ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a une technostructure, il y a des militaires, il y a des multinationales françaises qui profitent de la relation avec le continent.
beaucoup d'Africains pensent que ces compagnies profitent plus que nous. Il y a tout cela. Il faut mobiliser toutes ces forces. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ça m'intéresse pour moi-même, mais ça m'intéresse aussi pour les générations qui viennent, pour qu'elles puissent hériter d'un rapport avec cette puissance du monde, un rapport qui nous soit bénéfique. Voilà, si vous voulez, les raisons qui m'ont poussé à dire oui. Bonjour, Monsieur Mbembe. Oui, bonjour, monsieur. Je suis Mbombok Mbengan Kandje, consultant à Equinox. Vous avez parlé des idées. Effectivement, c'est peut-être parce qu'on n'a pas maîtrisé l'orientation de votre philosophie que cela apporte un certain nombre de choses. D'abord, vous parlez toujours de l'Afrique post-colonie, donc vous avez apporté une terminologie que beaucoup n'ont pas tout à fait appréciée, peut-être parce qu'ils n'ont pas compris, mais est-ce que vous savez que vous êtes en train de vous engager là dans un projet purement politique? Mais je suis pas né hier. Je suis pas né hier un Mbambok. Disons que, vous savez, il y a un certain nombre de questions que je ne me pose pas, ou je ne me les pose pas de cette façon-là. Dans ce cas précis, comme dans le cas de mon ami Felwin qui a fait le rapport sur la restitution, comme dans le cas de Ngone Fall qui a organisé la saison Africa 2020, la seule question qui m'importe, c'est de savoir si c'est utile, si c'est raisonnable. Est-ce que c'est raisonnable ou non? Évidemment, je sais que c'est politique. Beaucoup de choses sont politiques. Mais il y a politique et politique. Est-ce que c'est quelque chose qui va déboucher sur un asservissement beaucoup plus prononcé de l'Afrique? Mais je ne crois pas du tout que c'est le cas. C'est pas du tout le cas, c'est pas l'objectif. Est-ce que je suis suffisamment solide pour, face au président Macron, développer mes idées? Bien évidemment. Et au fond, pour l'avoir rencontré, je peux le dire, c'est quelqu'un qui aime le combat d'idées. Il le sollicite d'ailleurs. Et donc, je vois pas du tout comment est-ce que je vais me faire manipuler. Non, nous ne parlons pas de manipulation. Comme certains le prétendent, me faire rouler dans la farine. Non, nous ne parlons pas. C'est pas comme ça que les choses se passent. Nous ne parlons pas de manipulation. Vous avez j'ai bien peur que mes critiques et moi-même n'évoluons pas dans le même univers mental ou culturel. Nous vivons dans des mondes tout à fait parallèles. Et je n'ai vraiment pas à répondre à des critiques qui me semblent pas du tout fondées. Vous avez été longtemps aux côtés de Mongo Betty, vous l'avez cité tout à l'heure d'ailleurs, et c'est vous, dans vos écrits, que ce soit le problème national camerounais, écrit sous maquis de Ruben Oumniobe, je ne parle que pour les tout premiers, qui nous donnent une certaine orientation de votre vie, c'est vous qui avez révélé par exemple cette bout de phrase qui a constitué le combat de Oumniobe et qu'on avait introduit dans les accords de tutelle. Elle l'administrera comme partie intégrante du territoire français, parlant du Cameroun, du Togo notamment. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que parce que Macron a dit les relations France-Afrique seront assainies? On peut vous dire ça, puisque vous êtes un intellectuel, vous n'êtes pas dans les cercles de décision, et lui, il va rencontrer les chefs d'État qui, eux, ont une orientation. Vous en prenez aux dictateurs africains souvent, sans savoir, sans vous le dire, comme le faisait votre ami Mongo Betty, qui mettait la France, qui traitait la France comme élément perturbateur
dans les relations, notamment avec ses ex-colonies? Écoutez, la communication est extrêmement mauvaise et je n'arrive pas du tout à vous suivre. J'arrive à grappiller ici et là quelques mots, mais la communication n'est pas bonne du tout. Et donc, je ne suis pas certain de vous avoir compris. Vous m'excuserez donc si je réponds pas exactement à votre question. Je vous ai entendu évoquer, si je ne me trompe pas, l'UPC et ainsi de suite. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai travaillé sur l'UPC. J'ai travaillé sur l'UPC à une époque où il n'y avait aucun Camerounais qui se penchait sur, disons, l'histoire du mouvement nationaliste au Cameroun. Je dis aucun Camerounais, il y en avait un. Il y avait le professeur Adalbert Owona, à l'époque, qui était un membre du Parti unique et qui avait eu accès à un certain nombre d'archives, qui essayait de relire cette période de notre histoire comme une aberration. C'était un historien d'État. Et donc, moi j'ai travaillé sur l'UPC. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai été celui qui a sauvé Ruben Oumniobé de l'oubli total, l'oubli fondamental, l'effacement de ses écrits. Parce qu'il a beaucoup écrit et en fait, c'est un des héritages primordiaux qu'il nous a légués. C'est moi qui ai sauvé ces écrits de l'effacement. Et donc, je connais quelque chose du mouvement nationaliste, c'est-à-dire de notre rapport historique à la France. Je vais vous dire d'ailleurs que moi, je suis né dans une famille nationaliste. Vous savez, ma grand-mère, Susanna Ngoyem, était au maquis. Ma tante Martine Ngoyebga a perdu son mari, monsieur Pierre Yembak, le 13 septembre 1958. Pierre Yembak a été tué quelques minutes avant Ruben Oumniobé. Il était dans le même maquis que Oumniobé. Pierre Yembak comme Oumniobé sont enterrés, le premier au cimetière catholique d'Esseka et le deuxième au cimetière protestant. Donc, les histoires de nationalisme, j'en sais quelque chose, de par mon itinéraire intellectuel et par ma famille. Lorsque, quelques mois avant que Oumniobé soit assassiné, il était en train de demander que un dialogue direct ait lieu entre lui-même et les autorités françaises. Je veux dire par là que dans le nationalisme historique camerounais, il y a toujours eu cette dimension dialogique. Ça a été un nationalisme qui a été toujours ouvert au dialogue. Pourquoi? Parce que, pour citer Oumniobé lui-même, les Camerounais étaient confiants en leur bon droit. C'est ainsi qu'il formulait, disons, cette conviction. Lorsque vous avez le bon droit est de votre côté, lorsque, en plus du bon droit, vous avez une capacité fondamentale d'exercice de la raison, je ne vois pas de quoi vous pouvez avoir peur. Et donc, c'est la même attitude, peu importe les croyances de votre interlocuteur. Votre interlocuteur a évidemment des intérêts, comme vous. Vous discutez et rationnellement, vous arrivez à un compromis. Moi, c'est ma démarche. C'est la démarche de tous les grands nationalistes africains. Lorsque Mandela lui-même discute avec le régime de l'apartheid, alors même qu'il est en prison, il fait preuve justement de cette
ce savoir-faire historique. La même chose avec Martin Luther King. Moi, ce sont des gens auprès desquels je trouve inspiration. Je ne dis pas que je suis Mandela ou Martin Luther King ou Ruben Umniobe. Je suis un intellectuel libre. Donc j'entre dans ce genre de choses libre et j'en sors libre. Voilà le fondement. Tout le reste, si vous voulez, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais c'est justement là le problème. C'est justement là le problème. On ne demande pas d'être politique, mais vous allez discuter, un intellectuel qui va discuter et rester droit dans ses bottes parce qu'il reste dans ses idées. Et l'Afrique, vous continuerez toujours à parler des dictateurs africains alors que vous êtes allé discuter avec celui qui soutient ces dictateurs-là. Mais les dictateurs, moi je n'ai aucun rapport avec les dictateurs. Oui, mais en quoi donc l'intellectuel, que vous êtes, rien du tout. En quoi l'intellectuel que vous êtes va donc participer au terme qui vous est cher, à l'émancipation des peuples africains avec ces dictateurs qui n'arrivent même pas à faire des élections libres et qui sont encadrés par la France? Écoutez, moi, les dictateurs, les tyrans africains, franchement, je n'ai rien à voir avec les tyrans africains. Alors, vous me parlez de politique, mais j'ai fait des études de sciences politiques. Je comprends la politique. La politique, c'est pas un jeu à somme nulle. La politique, c'est des intérêts bien établis, c'est des intérêts, une pluralité d'intérêts. C'est la capacité à faire valoir ses intérêts et à négocier ses intérêts avec ceux des autres. C'est cela. Et c'est la capacité à le faire en sachant à quel moment passer des alliances, à quel moment lutter frontalement, à quels autres moments faire le dos rond. C'est tout cela à la fois. C'est cette intelligence qui consiste justement à chaque fois être prêt à changer disons, en anglais le terme c'est framework, de logiciel si vous voulez, lorsque les situations l'exigent. En ce moment, tout nous pousse à réviser, disons, les croyances que nous nous sommes faites de cette puissance moyenne qu'est la France. En fait, beaucoup d'Africains ne savent pas ce que c'est que la France. Je vais vous dire une chose. Je doute qu'il y ait dans nos domaines d'études, par exemple, 4 ou 5 Africains qui soient aujourd'hui capables de vous dire quoi que ce soit au sujet de ce pays-là. Parce que nous ne l'étudions pas. Nous ne l'avons pas étudié. Et donc, les choses sont en train de changer et nous ne pouvons pas y aller avec des cadres de pensée qui correspondaient peut-être aux années 1950, 1960. Il faut réviser fondamentalement nos cadres de pensée si nous voulons intervenir dans le cours du monde contemporain ou dans le cours de nos rapports avec ce pays. Moi, je pars de cette présupposition et en fait, il y a dans l'appareil français, l'appareil d'État, l'appareil financier, l'appareil diplomatique et économique, tout le monde ne pense pas de la même façon. Il y a des acteurs qui sont prêts à réviser leur conception de ce que devraient être les rapports avec le continent, et il faut profiter de cette conjoncture pour repenser, nous aussi, ces rapports.
moi, c'est mon point de départ. Et je comprends que certains ne partagent pas ce point de départ, mais bon, alors qu'ils fassent ce qu'ils estiment être utile. Moi, je fais ce que j'estime être utile et c'est ce qui m'intéresse. Oui, mais est-ce que vous êtes en train de vouloir nous dire que vous êtes en train de baliser le chemin pour que les tyrans africains puissent tirer leur épingle du jeu et vous les appelez tyrans? Je suis vraiment désolé, la communication n'est pas bonne du tout. Nous disons ceci, voilà, je vais répéter. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous êtes en train de baliser le chemin pour que les tyrans africains, vous les appelez vous-même les tyrans, puissent tirer leur épingle du jeu? Est-ce que tirer l'épingle du jeu ne veut pas dire favoriser leur famille et puis continuer à piétiner le peuple? Non, mais vous continuez de parler des tyrans africains et je continue de vous dire que ils sont le dernier de mes soucis. Mais oui, puisque c'est eux, c'est avec ces tyrans-là que M. Macron va décider en dernier ressort. Vous ne serez plus là. Je vais vous dire une chose, les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. Bon, faut pas que je parle ici de choses qui devraient pas être publiques. Les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. Je suis pas là pour défendre Emmanuel Macron. Bon, d'accord, nous comprenons, mais on peut prendre ça d'une autre manière. Est-ce que il y a quand même certains présidents africains qui vous disent vous êtes notre frère, allez-y, déblayez le chemin, nous allons prendre la perche? Écoutez, moi je discute avec un certain nombre de présidents africains. J'échange avec eux. Pas tous, évidemment. J'ai pas à leur demander leur avis. C'est-à-dire qu'il y a des choix qui sont des choix purement individuels. En fait, pour ce qui me concerne, pour ce choix précis, c'est mon choix. J'ai consulté ceux de mes amis que je respecte. Je voulais franchement avoir leur avis, mais à la fin, c'est moi qui décide. Et au fond, je n'ai de compte à rendre à personne. D'accord. Professeur Achille Mbembe. Je n'ai pas à me justifier. Professeur. C'est mon choix, c'est mon risque, et c'est moi qui me mets en jeu. D'accord. Je dois vous dire par contre que des chefs d'État qui sont non pas mes amis, mais qui me consultent de temps à autre, aucun ne m'a dit ça c'est terrible, qu'est-ce que tu es en train de faire, rien de tout cela. Bon, continuez. Oui, il y a un sommet consacré à la jeunesse et c'est tenu au Burkina Faso. Cette fois-ci, vous avez dit que vous avez pris l'engagement avec le président Macron que le dialogue sera direct et ouvert avec les jeunes générations. Et notre propos est de savoir, ces jeunes générations-là qui sont bâillonnées dans leur pays d'origine, ces 10 pays encadrés par la France, pensez-vous que Macron va entendre ces jeunes-là, ces jeunes générations pour impulser la démocratie dans ces pays-là? Mais on n'est pas sorti de nos difficultés de communication et dont j'ai toujours énormément de peine à vous suivre. Mais on fera avec. Disons, en fait, je ne comprends pas cette fixation sur Emmanuel Macron.
si fixation il doit y avoir, ça doit être sur nous-mêmes. Ça doit être autour de ce que nous voulons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que les Africains veulent de ce rapport entre une ancienne puissance coloniale et eux-mêmes au cours de ce siècle qui s'est ouvert d'ores et déjà, au terme duquel l'Afrique va être une puissance démographique. C'est-à-dire que la grande majorité des habitants de la Terre seront des Africains. La grande majorité des habitants de l'Afrique, ce sont d'ores et déjà, et ce seront davantage encore les jeunes. Des jeunes qu'il faudra éduquer, des jeunes qu'il faudra mettre au travail, des jeunes qu'il faudra tenter au maximum de retenir chez nous. Parce que sur le plan historique, notre malheur, si vous voulez parler dans ces termes, a toujours été de ne pas être capable de retenir chez nous le meilleur de nous-mêmes. Ce que nous avons de meilleur, qu'il s'agisse des êtres humains, qu'il s'agisse des richesses, des objets, nous a toujours été retiré. C'est-à-dire que nous n'avons pas, sur la longue durée, été capables de retenir chez nous-mêmes et pour nous-mêmes le meilleur de nous-mêmes. C'est ça le défi historique. Et donc, moi je pense que la fixation, dans le bon sens du terme, ce devrait être nous. Nous en tant que producteurs d'histoire, nous en tant qu'au centre de l'histoire. Et le rapport avec la France doit procéder de ce principe. Or, constamment, nous partons de l'autre. Nous nous demandons, mais qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il croit? Est-ce que ses intentions sont bonnes? Est-ce que ses intentions sont mauvaises? Nous sommes dans la logique de la suspicion plutôt que dans la logique de l'auto-affirmation. Et donc, moi je veux vous dire, dans cet exercice qui est au fond, je le dis une fois de plus, il ne faut pas exagérer, c'est une série de débats d'idées dans 12 pays africains et dans la diaspora, desquels il faut sortir des propositions. Dans ce petit exercice, il faut que nous partions de nous-mêmes. Qu'est-ce que nous voulons? Quel type de rapport nous voulons avoir avec la France? Et que nous y allions armés de la raison. Pas des émotions, pas des passions, pas des choses approximatives que l'on balance à tout vent sans rien en comprendre. Et donc, moi, c'est ma démarche. Et dans cette démarche, il y a plein de choses qui vont être mises sur le tapis. La question du soutien réel, apparent ou avéré de la France à la tyrannie. À la tyrannie, c'est-à-dire à un mode de gouvernement qui élimine nos chances d'exister dans le monde en tant qu'agent autonome. Alors, évidemment, si nous pensons que c'est effectivement le cas, nous le dirons à nos interlocuteurs. Si vous voulez améliorer vos rapports avec nous, eh bien, votre pacte, ça doit être avec les peuples africains dans leur soif de liberté, de démocratie, de justice, de protection des libertés fondamentales, et pas avec les tyrans. Les choix sont tout à fait clairs de ce point de vue. Si vous voulez avoir un rapport équilibré et mutuellement bénéfique avec les peuples africains, eh bien, regardons ce que font vos armées chez nous.
à quelles conditions est-ce qu'il est légitime que vous interveniez? Au profit de qui? Pour faire quoi? Mettons à table, disons, les formes de présence de vos sociétés privées chez nous, dans leur rôle dans l'extraction des ressources naturelles, par exemple, leur rôle dans la protection de l'environnement. Discutons de ce qui peut être fait, encore, parce que ça a commencé, au sujet du franc CFA, puisque c'est une pomme de discorde. Quelles réformes supplémentaires pouvons-nous faire pour faire de la monnaie un instrument de promotion économique, de développement financier, ainsi de suite? Qu'est-ce que nous pouvons faire autour de la question de la langue? Comment est-ce que la langue française va, disons, quel type de rapport y aura-t-il entre cette langue française, sa promotion, et la promotion des langues nationales? Tout cela me paraît absolument passionnant. Qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, au sujet de la gestion de la dette? Comment nous allons faire en sorte que, comme il y a un an ou deux, je crois que c'était en 2020, près de 89 milliards de dollars états-uniens sont sortis du continent. Comment on va faire en sorte que ces transferts illicites s'arrêtent pour que l'argent reste chez nous, soit investi chez nous, et ainsi de suite? Moi, je trouve ça absolument passionnant. Or, il faut y aller, non pas sur la base de préjugés, mais par exemple sur la base d'études concrètes. C'est pour ça que j'ai mis en place un comité composé de personnalités, mais irréfutables, les meilleurs Africains dans leur domaine. Des gens comme le docteur Denis Mukwege, prix Nobel 2018, des gens comme l'architecte ghanéen David Adjaye, qui a construit le musée d'histoire africaine-américaine à Washington, un des meilleurs architectes dans le monde contemporain, des gens comme Chimamanda Adichie ou Alain Mabankou, c'est-à-dire des écrivains. S'il y a demain un prix Nobel de littérature, ce sera ou Alain Mabankou ou Chimamanda Adichie. Des économistes comme Vera Songwe, qui par ailleurs est camerounaise, secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique, des gens comme Koyokuo, une des 20 commissaires d'exposition les plus influentes au monde, et qui dirige le musée d'art contemporain au Cap, le philosophe Bachir Diagne, le plus grand philosophe africain vivant. Je me suis entouré de ces gens-là, de ces cerveaux. Et nous consultons effectivement des experts. Beaucoup de gens viennent avec des propositions, des professionnels qui travaillent dans plusieurs domaines. C'est cette révolution du possible. Moi, je m'inscris dans cette perspective. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il ne faut surtout pas bouger et qu'on va tirer sur tout ce qui bouge. Je ne fais pas partie de ça. Ça ne fait pas partie de mon univers culturel. Je crois qu'il y a des choses qui sont possibles maintenant, et je préfère investir mes énergies dans cela. Oui, d'accord. Et je dois vous dire, on a commencé les dialogues au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Cette semaine et les semaines qui viennent, les dialogues vont continuer au Sénégal, en Afrique du Sud, en Angola. Il y a beaucoup, disons, d'enthousiasme autour de tout ça. Moi, j'écoute ces jeunes gens. Ils y viennent, ils veulent y aller, ils ont de la volonté. Ils ne sont pas dans l'espèce de marasme, l'espèce de mélancolie passive que l'on observe dans certains pays, malheureusement dans le mien. D'accord. Vous savez d'abord, vous avez critiqué la BOL alors que François Mitterrand était venu avec des bonnes intentions.
Jacques Chirac s'est présenté comme l'avocat de l'Afrique et nous savons ce qui en est advenu avec la Côte d'Ivoire. Vous avez condamné certaines de ces actions-là. Aujourd'hui, il n'y a pas de fixation sur Macron, mais c'est la politique africaine de l'Élysée, parce qu'il y a des antériorités que vous avez vous-même dénoncées quand même. Indépendamment des individus. Indépendamment des individus. Non, là, j'ai vraiment rien entendu. Non, nous disons ceci. Rien du tout. Nous, indépendamment des individus, vous avez vous-même dénoncé depuis plus de 30 ans la politique africaine de l'Élysée. Vous avez dit par exemple que la Bolle n'a rien apporté et Mitterrand s'est présenté comme un tiers-mondiste devant l'Éternel. Jacques Chirac s'est présenté comme l'avocat de l'Afrique. Vous avez vu, notamment en Côte d'Ivoire, on se limite seulement à cela. Et aujourd'hui, Macron vient avec les mêmes intentions. Est-ce que vous comprenez que là, les Africains veulent voir plus clair sur la politique africaine de l'Élysée au-delà de Macron? Ce n'est pas la personne de Macron qui intéresse cette question. Non, je suis désolé. On a une terrible communication. J'entends pas du tout vos phrases. J'entends un mot alors, professeur, pas plus. Professeur. Et donc, je suis vraiment désolé, je peux pas vous répondre. Alors, je peux parler, mais ça sera pas une réponse à votre question. D'accord. Alors, professeur, comment peut-on en finir avec les satrapies, pour reprendre votre expression, en Afrique francophone? Voilà. Oui, mais écoutez, moi j'essaie de vous dire ce qui est possible. J'essaie de vous parler de ce que l'on peut faire. Les satrapies, si vous voulez, au fond, j'ai écrit des choses sur ces formes de gouvernement. Mais franchement, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors vous allez me demander, mais pourquoi vous écrivez sur des choses qui ne vous intéressent pas? Mais ça m'ennuie, ces formes de gouvernement. Je veux parler de ce qu'il est possible de faire. Je veux parler des potentialités. Je ne suis pas de ceux qui sont fixés sur ce qu'il n'est pas possible de faire. Ce discours-là, on l'a tous les jours. C'est le discours dominant. On ne peut pas faire ça parce qu'on ne peut pas faire ça, parce qu'on ne peut pas faire ça. Un discours purement tautologique. Et si vous voulez, le principe de la satrapie, c'est ça. C'est de ronger suffisamment les cerveaux de ces sujets pour que plus rien ne puisse sortir de ces cerveaux, rien d'autre que le discours de l'impossible. Un discours qui sature l'ensemble de la culture. La satrapie fonctionne sur le modèle de l'éviscération de toute possibilité, si vous voulez, positive. Or, ce matin, vous m'avez invité à parler de quelque chose de tout à fait autre. Quelque chose qui porte sur ce que, ensemble, nous pouvons faire. Mais on ne peut parler de ce que l'on peut faire que si on arrive à libérer un tant soit peu nos cerveaux pour que nos cerveaux puissent faire place justement à la possibilité de bâtir quelque chose là où tout passe par la destruction. Donc, si vous voulez une réflexion d'ordre général sur les satrapies, en voilà une. Mais je dois répéter une fois de plus que le projet du sommet de Montpellier n'a rien du tout, n'a rien à voir avec ça.
Au contraire, ce projet a à voir avec comment est-ce que nous pouvons, au cours de ce siècle qui s'est ouvert, imaginer d'autres scénarios de coexistence dans un monde polarisé où la haine, le discours de la haine triomphe et où le discours de la séparation domine. Moi, je voudrais m'inscrire dans cet horizon-là. Il y a une dimension utopique, d'ailleurs, à cet horizon, mais je crois qu'il est temps, chez nous en Afrique, comme ailleurs dans le monde, de réhabiliter l'utopie. Et donc, voilà l'univers mental dans lequel je me situe, si vous voulez. Alors, professeur. Et au regard duquel un certain nombre de discussions oiseuses, disons, sont une perte de temps. Ok, professeur, quels sont, selon vous, les thèmes qui doivent être au cœur de la révision des fondamentaux de la relation avec la France? Oui, c'est-à-dire que le président Macron a dit, allez, révisons les fondamentaux. J'observe une fois de plus, c'est lui qui l'a dit. C'est-à-dire que vous n'avez aucun chef d'État africain, à ma connaissance, qui soit levé, qui ait appelé des intellectuels ou même mobilisé sa société civile pour dire, écoutez, venez, j'ai envie de discuter avec la France et j'ai envie de réviser les fondamentaux du rapport avec la France, donnez-moi des idées. Ça, c'est pas venu de chez nous. C'est lui qui a initié cela. Et lorsqu'il le dit, il n'a pas dit, bon, voici les fondamentaux. Il a dit, réfléchissons sur les fondamentaux. C'est-à-dire que son concept de fondamentaux est suffisamment ouvert. La discussion, ça suppose ouverture, accueil d'idées dont on n'est pas nécessairement l'auteur, mais d'idées qui contribuent à fonder un projet d'avenir. Le projet porte sur le futur, sur le présent et sur le futur. D'accord. Alors, et donc, les fondamentaux, c'est quoi? Ce sera aux gens qui participeront au débat de dire, bon, nous ici au Burkina Faso, voici les fondamentaux. Par exemple, lors de la discussion au Burkina, les fondamentaux, c'était quoi? C'était le franc CFA. Les fondamentaux, c'était les accords de défense. Les fondamentaux, c'était quoi? C'était le climat et l'environnement. Les fondamentaux, c'était quoi? C'était les relations entre les sociétés civiles africaines et les sociétés civiles françaises. Les fondamentaux, c'était quoi? C'était le financement du développement. Donc, au Burkina Faso, voilà les thèmes qui ont été retenus. Ailleurs, il y a beaucoup d'autres thèmes qui reviennent. Je vous ai parlé de la gouvernance des ressources naturelles, une chose absolument fondamentale parce que une grosse partie de nos richesses, ce sont des richesses de notre sous-sol. Une grosse partie de nos industries, ce sont des industries extractives, c'est-à-dire des industries qui permettent d'arracher la richesse du sol et du sous-sol et de l'exporter presque immédiatement en l'état brut, en cet état brut, ailleurs où ces richesses sont transformées, il y a une plus-value qui est ajoutée et où effectivement elles rapportent beaucoup plus que lorsqu'on les vend à l'état brut. Regardez le bois, par exemple. Le bois que l'on achemine au port à Douala depuis des années, mais je dis des années, des dizaines d'années, depuis presque bientôt plus d'un siècle, chaque jour. Alors, imaginez un peu si la moitié de ce bois que l'on exporte à l'état brut était transformé sur place dans une série de métiers, pas seulement la menuiserie, mais les produits de luxe tirés du bois. Si toute cette connaissance, elle était réinvestie localement,
évidemment, cela contribuerait énormément à l'accroissement de notre richesse financière, mais aussi de nos savoirs. Mais non, on exporte ça à l'état brut. Et donc, il y aura une discussion, il y a des pays comme en Angola où on veut discuter de ces choses-là. J'ai parlé de la dette, j'ai parlé des transferts illicites qui nous coûtent énormément cher et qui rentrent dans la même logique que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'incapacité dans laquelle nous nous trouvons de garder pour nous le meilleur de nous-mêmes, y compris l'argent. 88 milliards de dollars en 2020. Vous comparez ça aux chiffres que nous avons atteints en termes d'investissement étranger direct. Aucun rapport. Aucun rapport entre le volume d'argent qui rentre et le volume qui sort, et qui sort illégalement. On discutera de tout cela. On discutera de la restitution des objets d'art africains. Encore que là, la responsabilité n'est pas que française. Il y a une responsabilité africaine qui commence par le fait de demander que l'on restitue les objets. Le Cameroun, par exemple, puisqu'on parle à partir de Douala en ce moment, le Cameroun est un des pays africains qui compte dans les musées occidentaux le plus grand nombre d'objets d'art. C'est-à-dire qu'on a retiré de chez nous des milliers d'objets d'art qui se trouvent en ce moment en Occident. Dans le cas de la France, une loi a été votée. Les pays qui veulent que leurs objets leur soient restitués doivent en faire la demande. Et ça doit passer par un processus. Nous n'en avons pas fait de demande. Pourquoi? Et donc, ces choses-là sont un peu plus compliquées qu'elles n'en ont l'air. Et une grosse part de la responsabilité, elle nous incombe. Voilà comment je répondrai à votre question. Si tant est que j'ai saisi la question, vous avez bien saisi les difficultés de communication sont énormes. Vous avez bien saisi la question, professeur. Karine, allez-y. Oui, Monsieur Achille Bembe, qu'est-ce que vous pensez des mouvements panafricanistes qui militent pour la rupture avec les mécanismes de domination tels que le franc CFA? Allô? Allô? Professeur? Oui. Qu'est-ce que vous pensez des mouvements panafricanistes qui militent pour la rupture avec les mécanismes de domination tels que le franc CFA? Et selon vous, les accords secrets défense existent-ils encore? Sont-ils encore d'actualité? Vous allez devoir répéter la question. La question c'est, qu'est-ce que vous pensez des mouvements panafricanistes qui militent pour la rupture avec les mécanismes de domination tels que le franc CFA? Et selon vous, les accords secrets défense existent-ils? Sont-ils encore d'actualité? Vous parlez de quels accords exactement? Les accords secrets défense existent-ils? Secret défense. Oui, écoutez, moi, les accords de défense, moi, je ne suis pas spécialiste de cette question. Et du coup, je ne veux pas parler de ce que je ne sais pas du tout. Et sur le franc CFA? Et sur le franc CFA? Ce que je sais, c'est qu'il y a place lors de ces dialogues à tout. Il n'y a pas de tabou. Et quand je dis il n'y a pas de tabou, je répète, je reprends verbatim, disons, les paroles de Emmanuel Macron lui-même. C'est lui-même qui dit il n'y a pas de tabou. Et donc, si c'est une question qui intéresse les Africains, eh bien,
qu'ils en parlent. Je vous ai dit au Burkina, ils en ont parlé. Alors la question c'est de savoir comment en parler, parce que beaucoup aiment parler de ce qu'ils ne connaissent pas du tout. Moi quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas, et donc je vais apprendre avant de dire quoi que ce soit. Beaucoup parlent sans rien savoir. Moi, lors de ces dialogues, j'ai pas envie de ça. J'ai envie que l'on parle de ce que l'on connaît, de ce que l'on a étudié, afin de ressortir des propositions. C'est pas le discours pour le discours, c'est le discours en vue de propositions. Donc, puisque la question a été soulevée au Burkina, ce que je vais faire, c'est que je vais consulter ceux qui savent, les experts, et leur dire, bon, qu'est-ce qu'il en est, on en est où, qu'est-ce qui cloche, et qu'est-ce qu'on peut faire. La grosse, disons, le gros projet, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Comment on peut changer ce qui existe. Comment on peut le changer en mieux. C'est ça, disons, l'énergie. Mais pour changer en mieux, il faut parler sur la base de ce que l'on connaît. Pas des suspicions, pas de... C'est pas un exercice en sorcellerie, si vous voulez. Mais les chefs d'État... Et donc, ce sera comme ça pour tout ce qui touche, par exemple, il y a des gens qui veulent travailler sur le numérique, sur la liberté d'expression, sur la protection des libertés fondamentales. Ce sera comme ça dans tous ces domaines et on en sortira avec quelques propositions fortes. Pas une foule de propositions, quelques propositions prioritaires suffisamment éclairantes pour entraîner un mouvement de déclic. On a besoin d'un déclic culturel pour resituer les rapports avec la France. On peut faire le même exercice avec la Chine, qui est très présente chez nous d'une autre manière. On peut faire le même exercice avec les États-Unis, la Turquie, l'Inde, si vous voulez. Mais c'est un exercice nécessaire pour clarifier nos propres positions et pour reconstituer un rapport avec le reste du monde qui nous soit bénéfique, où on ne sort pas tout le temps perdant. Et donc, je trouve que c'est absolument passionnant comme projet et que la jeunesse en particulier, comme je le vois déjà dans les autres pays, la jeunesse camerounaise en particulier, devrait s'engager de façon confiante là-dedans, sans avoir peur. La peur, le temps de la peur, on doit y mettre fin. Et on doit y mettre fin d'abord dans nos têtes. On doit expulser la peur de nos imaginaires. La libération commence par l'expulsion de la peur de l'imaginaire. Et une jeunesse qui n'est pas capable d'expulser la peur et de prendre des risques calculés par rapport à son avenir, ce type de jeunesse, je suis désolé, elle est déjà vieille. Elle a vieilli. Oui, mais professeur, vous nous entendez? Oui, je vous entends à peine, mais bon, allons-y. D'accord. Et non, nous sommes justement dans la logique d'assainissement des relations avec la France, notamment l'Afrique et la France. Mais nous n'ignorons pas non plus ce qui s'est passé notamment avec le cas Laurent Gbagbo, qui a voulu effectivement décomplexer ces relations-là en mettant sur la table les accords de coopération. Et vous savez mieux que nous ce qu'il en est suivi. Vous parlez de Laurent Gbagbo, si je comprends bien. Et les accords de coopération avec la France notamment, oui.
Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai tout dit. J'ai dit que pour ce qui me concerne, c'est-à-dire dans l'immédiat, les dialogues. Après, j'irai écrire mes bouquins. Hein, moi, je suis pas fonctionnaire. Donc, je fais ce travail maintenant. Je le fais jusqu'en juillet, puis je vais écrire mes livres. Mais pour le moment, le temps j'y suis, je vais le faire correctement. Et donc, les accords de coopération, les accords, tout ce que je peux vous dire, c'est que si dans un pays donné, on veut en discuter, évidemment, on en discutera. J'ai précisé, disons, les conditions de la discussion, c'est-à-dire il faut que ça repose sur des données concrètes. Il faut que les experts qui s'y connaissent nous aident à faire les clarifications nécessaires. Mais a priori, il n'y a pas de sujet tabou. A priori, ce que je veux, c'est des propositions. Je veux aller à Montpellier avec des propositions afin qu'on puisse en discuter avec le commanditaire de la mission. Et on veut avoir des discussions solides avec lui. Il veut lui-même des discussions solides, sans a priori, et c'est ainsi que ça doit être. Alors donc, coopération, accord de défense, tout cela, bien entendu, on en discute. Alors, on aimerait savoir, ce sera quoi la suite du sommet? Je vous entends pas. Ce sera quoi finalement la suite du sommet? Allô? Allez-y. Le sommet France-Afrique de juillet prochain, ce sera quoi la suite? Puisque vous allez rentrer écrire vos livres, ce sera quoi la suite alors? Il y a deux personnes qui parlent, il y a un homme et une femme. Oui, c'est la même question. On voulait savoir si ça vous arrive. Ce sera quoi la suite du sommet? Puisque vous rentrerez réécrire vos livres. On vous souhaite d'ailleurs un plein succès à cela. Mais ce sera quoi la suite du sommet? Écoutez, je ne sais pas, je n'ai pas compris votre question. Alors, pour ce qui est du sommet, le sommet, il n'y aura pas de chef d'État au sommet. En fait, je ne sais pas s'il y aura encore dans l'avenir des sommets au cours desquels tous les chefs d'État africains se rassemblent autour du chef de l'État français. Je n'en sais rien du tout. Ce que je sais, c'est que au sommet de Montpellier, il n'y a pas de chef d'État. C'est un sommet nouveau dans ce sens, et c'est pas seulement une affaire de symbolique. C'est pas ça du tout. Ça rentre dans en fait une évolution récente des débats internationaux, une évolution au cours desquels la parole est de plus en plus donnée à une pluralité d'acteurs. Je veux dire qu'on reconnaît que les États et leur bureaucratie, le chef d'État, ne sont pas les seules voix à écouter. On doit pouvoir écouter plusieurs voix, disons les entreprises privées évidemment, le monde des affaires, le monde artistique et culturel, les intellectuels, les sociétés civiles et ainsi de suite, les forces vivantes d'une société. L'ensemble des forces vivantes. Et donc, il y a un changement au niveau international de la conception de ce que c'est que la diplomatie. Une diplomatie à ciel ouvert, c'est-à-dire on ne discute plus nécessairement tout derrière les murs, entre quatre murs, on discute en public. Il y a une agora publique internationale où sont exposées les questions de fond. Et là prennent la parole un ensemble d'acteurs. C'est un peu ça l'expérience qui sera faite à Montpellier. Il y aura beaucoup de gens, il y aura des hommes et des femmes d'affaires, il y aura
des gens venus des milieux artistiques et culturels, il y aura des intellectuels, il y aura des organisations de la société civile, des organisations de défense des droits humains, de protection des libertés fondamentales, ainsi de suite. Et donc, je crois que c'est pas une affaire uniquement de décor, c'est aussi une affaire de contenu. D'accord, et professeur. on a voulu donner un contenu solide à cela. C'est pour ça que le président Macron m'a demandé de l'accompagner dans ce projet. C'est parce que dans la séquence qui sera la nôtre, qui durera environ 90 minutes, on veut poser sur la table les questions de fond. Les questions de fond. Et donc c'est ça. Je ne sais pas quoi d'autre vous dire à ce moment. J'en saurai davantage encore à la fin du mois de mai, lorsque les débats auront eu lieu à peu près partout. Je pourrais revenir, disons, vous donner un aperçu de ce qui se sera dit, si vous voulez. Alors, professeur, on marque une courte pause. On vous retrouve dans un court instant. Je vous en prie, restez en ligne. Une matinale pas comme les autres. Bonjour chez vous, c'est un réveil pas comme les autres. Bonjour chez vous sur la 93 FM Radio Equinox. 670 54 70 49 656 62 22 22. Chers auditeurs, vous pouvez appeler en ce moment pour poser vos questions par rapport à l'interview avec le professeur Achille Bembe que nous avons eu depuis 7h20 sur Radio Equinox. Bon, maintenant posez les questions. On n'est pas sûr que la connexion qu'il entende, puisqu'il y a nous qui sommes ici en studio, on a du mal évidemment à nous faire entendre par lui. Donc je vous conseillerais de réagir plus tôt, simplement votre point de vue. Voilà. Allô, bonjour. Bonjour, Madame Sotia, bonjour à vous tous en studio. Bonjour, comment vous appelez? Monsieur Moudi. D'accord, on vous écoute. Oui, je voudrais poser la question à Monsieur Achille Bembe. Ne pense-t-il pas que l'Afrique en général et le Cameroun en particulier se meurt parce que les forces actives et vivantes comme lui parlent à 10 000 km ou à 10 000 km du théâtre de l'action où le peuple souffre? Ne pense-t-il pas que les Africains souffrent? D'accord. Parce que les gens parlent très loin de l'Afrique. Merci, bonne journée. Merci aussi à vous. Non, mais peut-être faut préciser qu'il ne parle pas très loin de l'Afrique. Il est en Afrique. Johannesburg. Il a pris depuis une vingtaine d'années, il est enseignant en Afrique. Après le Sénégal, il est allé en Afrique du Sud. Donc il est en Afrique, il organise ce qu'il appelait lui-même la riposte en Afrique. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, j'aimerais passer à l'émission. D'accord, on vous écoute. Oui, ce que je voudrais savoir et poser au professeur, c'est que à chaque fois on parle de sommet France-Afrique, j'aimerais savoir si un jour on peut aussi parler de sommet Afrique-France. Parce que le fait de parler de sommet France-Afrique, ça nous réduit. C'est comme si les Blancs nous invitaient de venir parler de nous chez eux. Donc, je voudrais poser la question au professeur de savoir est-ce qu'un jour on pourra parler de sommet Afrique-France. Alors, le sommet de Montpellier, c'est le sommet Afrique-France. Hein. Le sommet France-Afrique, en tout cas cette année, c'est intitulé sommet Afrique-France et il n'y a plus de sommet avec les chefs d'État africains. Donc, c'est le format nouveau qui a été mis en place à partir de cette année. D'accord. 670 54 70 49 656 62 22 22. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Comment on vous appelle? C'est monsieur Tchègue. D'accord, monsieur Tchègue, on vous écoute. Oui, en fait, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les propos de notre cher professeur Achille Bembe. La question, ou bien l'opinion que je voulais expliquer, c'est de savoir le fait que aujourd'hui la France, n'est-ce pas peut-être une technique de la France, sachant que Achille Bembe c'est des leaders d'opinion, est-ce que ce n'est pas une technique de la France pour être en avant-garde sur ces positions tiers qu'elle est en train de voir être menacée par la montée peut-être de certaines idées autres que les idées tiers, en prenant les leaders d'opinion tels qu'Achille Bembe pour essayer de contenir
la jeunesse africaine qui tente de s'épanouir. D'accord. Merci. Non, mais il a dit lui-même qu'il ne changera pas et qu'il restera en train d'écrire, poursuivra la ligne qu'il a définie depuis son enfance. Et après le sommet, il continuera à écrire les livres selon l'orientation qu'il s'est fixée. Hello, good morning. Good morning, sir. Your name, please. My name is Christophe from Bekadis. Okay, Christophe, we are listening. Yes, I followed the interview very well and I followed Mbombo all his questions. But I'm not an intellectual, anyway, let me put it that way because he was talking about intellectual. But from what I've gathered, France, the colonial master, is looking for another way to continue to colonize Africa. France is not doing anything to compensate for whatsoever. Well, Professor Ashim might say I'm wrong, but that is my view. But France is not trying to do any favor for Africa. It's another new stage of colonialism that France wants because they don't want to release Africa even a little because that's where they are feeding. So he has to be very careful with his intellect as an intellectual. Just what I want to advise. Okay. Oui, mais il y a quand même une formule peut-être qu'il faudrait qu'on mette dans notre État. Achille Mbembe a tenu à ce que les peuples français et africains se joignent au niveau des sociétés civiles. Vous avez vu par exemple que 6 mois après l'élection de Macron, c'est bien les Français, le peuple français qui venait de l'élire, qui est descendu sur le terrain en lui disant « cher ami, le gilet jaune, ainsi de suite ». Est-ce que les peuples africains peuvent s'inspirer de cela pour également booster quelque chose dans leur environnement? Professeur Achille Mbembe encore en ligne avec nous ce matin, avec qui évidemment on va achever cette émission ce matin. Professeur, rassurez-nous, est-ce que vous avez entendu ce que vous ont dit nos auditeurs? Si vous avez entendu ce que oui, disons, j'arrête pas de vous dire que la communication est mauvaise. Voilà. J'ai entendu des bouts de choses ici et là. Qu'est-ce que vous voulez? Je peux réagir par rapport à ce que j'ai entendu, mais une fois de plus, je m'excuse vraiment auprès de tous ceux et celles qui ont posé des questions parce que je suis pas en mesure de répondre de façon adéquate. Donc, par exemple, est-ce mais que la société civile africaine... Je peux vous dire deux ou trois choses. Oui. Oui, allez-y, professeur, allez-y. Ok. On vous écoute, professeur. Oui. Je peux dire que il y a là une opportunité de penser différemment. C'est pas tous les jours que l'on pense différemment. De manière générale, beaucoup de gens n'aiment pas penser différemment. L'occasion, elle est là. L'occasion est là également de penser de façon affirmative. D'où l'insistance sur les propositions. D'accord. Merci. Beaucoup d'entre nous, nous savons critiquer, mais très peu d'entre nous ont des propositions à faire. D'accord. Merci pour ça. Et donc le défi, c'est défi qu'il faut relever, c'est d'imaginer des propositions, de venir avec des propositions. D'accord. Et ceci s'adresse en particulier à la jeunesse. En fait, le sommet de Montpellier, s'il a en son centre quelques acteurs privilégiés que ce soit, ce sont les jeunes générations. Le pari, il est fait sur les jeunes générations. L'Afrique de demain ne se construira pas avec des vieillards. Elle se construira avec les jeunes générations. Et le pari historique qu'il faut faire doit porter sur les jeunes générations. D'accord. Merci professeur d'avoir réagi ce matin sur Radio Equinox. Madame, messieurs, on se retrouve demain 6h.
Bonjour chez vous, information et divertissement entre 6h et 9h.